Donc là, on va un peu parler de recherche et développement et de montrer un petit peu le rôle important qu'a cette recherche-développement pour le développement industriel et l'enjeu qui est le transfert des travaux et des innovations qui peut en découler. Alors la question qui peut se poser, est-ce que ce rôle est un frein? Est-ce une nécessité? Est-ce qu'on a besoin de passer par là pour faire de la réindustrialisation? Et lorsqu'on parle de recherche et de transfert et d'innovation, il y a quand même 3 approches dans le domaine du photovoltaïque. Il y a quand même 3 approches à considérer. C'est une approche matériaux-produits. Matériaux, on le voit bien avec les nouvelles solutions pour le photovoltaïque, les perovskites, les hétérojonctions. Comment on va transférer les travaux de recherche de ces laboratoires vers le monde de l'industrie et pour quelle industrie? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont prêts à la prendre, etc. Ou est-ce que ces solutions vont partir dans des pays étrangers? Des approches système. Comment je peux intégrer ça dans des bâtiments, par exemple? Un sujet qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est un système photovoltaïque, c'est pas que des panneaux, c'est un système de conversion d'énergie, c'est des unités de pilotage. Si je rajoute du stockage, c'est un energy management system qui va nécessiter des développements d'intelligence artificielle. Et là, derrière, il y a très certainement une plus-value importante qui est aussi à prendre en compte. Donc toute la chaîne de valeur du système énergétique dans sa globalité. Et enfin, en parallèle, une approche marché, parce que si vous avez une innovation et que derrière, vous la transférez et qu'il n'y a pas de marché, c'est même pas la peine de la faire. Donc avoir cette vision à chaque fois, ça me semble important. Donc développer des produits différenciants qui peuvent ouvrir des parts de marché dans un marché en pleine expansion, donc c'est quelque chose de capital. Tout à l'heure on l'a dit, c'est qu'un gigawatt, donc attaquer le marché du gigawatt par rapport à la masse globale, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc c'est plutôt d'aller chercher peut-être des niches pour voir un peu ce que l'on peut faire et avoir une reconnaissance d'un produit à haute qualité qui peut être du 2 en 1, du 3 en 1, etc. Cibler l'exportation, parce qu'on parlait que du marché français, mais voilà, les concurrents, les Chinois, ils ont très bien compris, ils ont développé chez eux parce qu'ils avaient des besoins et puis ils attaquent les marchés. Donc oui, il faut regarder un petit peu l'exportation pour aller chercher des ventes à l'extérieur. Donc il s'agit bien d'une question stratégique. Le champ de l'énergie, pour les pays, c'est quelque chose de stratégique, comme les sous-marins. Et évidemment, ça représente des enjeux de souveraineté énergétique. Non, mais c'est la même chose. C'est position géopolitique. On va chercher, tout à l'heure, on a parlé des minéraux. Voilà, la France, c'est la 2e ZEE au monde. Sous l'eau, il n'y a pas que du poisson, il y a des minéraux. Donc on peut se poser la question pourquoi la France ne commence pas à les chercher. Elle fait sa réserve pour les jours un peu difficiles. Et donc, dans cette recherche, transfert et innovation, il y a le rôle du public qui est capital. Le financement de la recherche et l'innovation, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Aujourd'hui il y a plein d'outils qui sont mis à disposition des chercheurs et des entreprises pour innover. Mais il ne faut pas oublier également la problématique de normalisation, de réglementation, de certification. Et à chaque fois adapter le cadre pour favoriser les usages, leur innovation et leurs usages. On revient sur, il y a le marché, mais également il faut que la réglementation soit prête pour pouvoir diffuser les objets que vous allez développer. Et évidemment, on en a parlé tout à l'heure aussi, travailler sur l'analyse du cycle de vie et le recyclage, où là derrière, il y a un potentiel relativement important. Voilà, donc je vais laisser la parole. Donc on va avoir une présentation qui va aller de la recherche vers le monde industriel, pour terminer sur un pilotage de tout ça, donc à travers Cap Énergie. Ça va se faire un petit peu avec des présentations diaporamas, donc j'assurerai le déroulé, et après vous aurez l'opportunité de poser des questions aux différents acteurs présents autour de cette table ronde. Donc la première personne qui va nous présenter, c'est Roch, qui va nous parler un petit peu de solaire photovoltaïque et de ce qui est fait à l'IPV. Je vais mettre sa présentation. Est-ce que ça marche? Oui. Merci beaucoup, merci Philippe pour cette introduction et merci aux organisateurs pour l'invitation de l'IPVF à cette rencontre, qui est très à propos puisque Edmond Becquerel, donc le français qui est découvreur de l'effet photovoltaïque au XIXe siècle, est français et puis était le 4e président de la Société nationale d'encouragement industriel. Donc d'où nous parlons aujourd'hui. Donc on est en plein dedans et on est en plein au cœur des missions de l'IPVF que je vous présente un petit peu comme un cas. Le cas étant d'une initiative qui est issue d'une volonté gouvernementale en 2013 de créer un institut pour la transition énergétique. Donc c'est le label que nous avons pour réussir avec cette triple dimension de local authority, associant R&D et associant industriel. Donc on a vraiment cette triple hélice, là, comme on le dit parfois,
justement de pouvoir public, agrégation d'équipes académiques et industrie. Pour faire quoi? Pour donc réussir à décrocher les performances scientifiques et technologiques de rang mondial, et associer à ça un travail de filière pour venir pas seulement faire de la belle science avec beaucoup d'argent, mais faire beaucoup d'argent avec de la belle science. Donc réussir à se mettre justement au service de la filière, des acteurs de la filière solaire française et européenne, pour aider à ce mouvement de création du solaire photovoltaïque du coup en Europe. Alors ça c'est un petit simplement un film d'ambiance, mais qu'on peut bon là c'est une présentation des laboratoires. On est quelques chiffres clés peut-être. Donc on est sur le plateau de Saclay, c'est 8000 m² de site pour moitié des laboratoires en salle blanche, une centaine d'équipements. Il y a environ 150 chercheurs chez nous. Voilà, on peut passer, ça vous donne quelques idées. Donc 2013, issu du plan Investir l'avenir. Peut-être après, donc les équipes académiques qui sont là, donc l'école polytechnique et le CNRS en particulier. Slide d'après, les industriels qui sont là, avec un petit peu le même constat qu'on partageait ce matin, c'est-à-dire qu'on n'a pas, parmi nos membres fondateurs, de producteurs de cellules photovoltaïques, mais on a des consommateurs. Par contre, on est à le top mondial des consommateurs de cellules solaires qui s'intéressent à nos activités. Et donc l'idée de créer cette équipe de France, du coup de la R&D, en agrégeant en fait les équipes recherche qui travaillent dans le domaine. On a un partenariat stratégique également avec le CEA INES pour une tandem Made in France. Donc c'est un vrai travail national qu'on cherche à mettre en place, avec le lien avec le syndicat des énergies renouvelables, le lien avec Enerplan, et derrière de lien avec l'Europe. Et on va en parler dans quelques instants. Donc pour nous, quelque part, le terrain de jeu, c'est quoi? C'est un marché qui vient tout juste de naître. Le premier module photovoltaïque date de 1954, issu de Bell Labs. Donc parfois on a l'impression que la guerre est jouée, mais en fait la technologie vient de naître, il faut le savoir, et puis on n'arrêtera pas de progresser, bien évidemment. C'est un marché jeune, c'est un marché mondial, c'est 30% de croissance, pas seulement au niveau mondial, mais également au niveau européen, c'est important de le dire, c'est pas que une très forte demande mondiale. C'est une part de marché de la production de cellules qui est passée en 2007 de 30% à 3% aujourd'hui en ce qui concerne le Made in Europe. Ce sont des nouvelles technologies que je vais présenter dans un instant qui créent un momentum, une opportunité, une transition d'une génération à une autre, crée des opportunités industrielles certainement. Et c'est un momentum politique, c'est une dynamique politique qui a été impulsée en février cette année avec la fameuse European Solar Initiative qui a été créée par différentes associations européennes et à laquelle on s'est associé, avec Thierry Breton et Kadri Simpson qui étaient là, qui partagent les éléments de langage sur l'importance de l'industrie solaire en Europe. Voilà, donc on avance sur deux pieds, comme justement agrégat des équipes R&D dans le domaine et travail de filière. Donc c'est vraiment structurer un effort scientifique différenciant et savoir l'ajuster par rapport aux besoins des industriels. Donc c'est ça, et donc du coup pour qu'on puisse marquer des points sur cette deuxième partie, il faut bien sûr qu'il existe une industrie solaire en Europe, et on s'intéresse beaucoup à ça. Alors donc, pour poursuivre sur l'étude de cas, donc comment est-ce que nous on se structure au sein de l'IPVF? Peut-être slide d'après. Peut-être slide d'après encore. Pardon. Voilà. On a 6 programmes qui ont été conçus pour être industry relevant. Ils ont été conçus, on a été bâtis, on s'est engagé sur 3 ans. On est financé par l'ANR, par le SGPI, pour orchestrer la recherche collaborative dans le laboratoire. Et les 6 programmes sont là pour justement aider à discuter avec les industriels et puis créer ce lien-là. Donc le premier, c'est un programme Boussole, c'est un programme qui publie dans Progress in Photovoltaics. C'est un programme qui se prononce sur où va la technologie, à quel rythme, en termes de coût, d'efficacité, de stabilité, d'application. À quel point est-ce que la circularité, l'analyse de cycle de vie, ça a été dit, doit être au cœur de nos travaux. Donc c'est vraiment le programme qui nous permet à la fois d'avoir une vision partagée et un vocabulaire commun au sein de l'Institut. Parce que si vous prenez quelqu'un au hasard dans les murs de l'IPVF, ça peut être quelqu'un du CNRS, d'EDF, de Total, de l'IPVF bien sûr. Et donc quelque part, chacun avec sa culture propre. L'idée c'est de savoir les engager dans une démarche commune. Donc ça, ce programme 1 aide à beaucoup de niveaux d'avoir cette vision partagée. Les programmes 2 et 3, ce sont les programmes de développement de technologie. On parlait de switch technologique d'une technologie à une autre. Donc là, on s'intéresse aux cellules tandem. Donc cellules tandem, c'est sur une surface donnée, c'est avoir ajouté des couches qui permettent d'augmenter l'efficacité de la surface exposée au soleil. Donc là, on regarde les technologies perovskite avec des résultats de rang mondial qui sont atteints par les équipes. Pareil, se pose la question du relais industriel qui permettra la valorisation de ces résultats.
Donc, programme 2, c'est ça. Programme 3, c'est les technologies 3.5, technologies qu'on trouve dans le spatial, qui sont très performantes mais relativement chères à produire. Donc l'idée, c'est comment démocratiser l'accès à ces technologies-là par nanostructuration, par des procédés de production un petit peu innovants. Programme 4, c'est notre plateforme technologique. On est reconnu en ce qui concerne la caractérisation, la modélisation. On nous envoie un échantillon pour savoir comment est-ce que la matière est organisée au niveau atomique qui explique les comportements macro, les caractéristiques macro. Donc on est capable de l'expliquer avec les équipes. Programme 5, on regarde la photocatalyse d'hydrogène. Peut-être le slide d'après. Et programme 6, donc c'est notre programme de préparation du coup d'après, au-delà des 3 ans, c'est de rupture technologique, avec Jean-François Guimol, qui est également responsable de l'unité mixte de recherche IPVF qu'on héberge chez nous. Voilà quelques mots pour vous dire qu'est-ce qu'on fait du point de vue de la recherche et comment est-ce qu'on s'est mobilisé, tant au niveau national qu'au niveau européen. Il faut dire qu'on a européanisé notre présence pour s'assurer que cette équipe de France, elle ait sa voix au chapitre de toutes les discussions qui ont lieu notamment avec les associations et puis en particulier avec les différentes directions. Donc nous on parle beaucoup avec DGRTD, DGNR, DG Climat, DG Gros. Ce sont les directions générales qui comptent énormément dans cette structuration de l'Europe de la transition énergétique, l'Europe du solaire. Et je terminerai simplement en vous présentant donc voilà, simplement une vision agrégée de, voilà, si on peut cliquer 3 fois ou 4 fois pour afficher tous les blocs. Voilà, parfait, merci. Simplement une vision agrégée pour vous dire comment est-ce que, au-delà de quelque part de cette R&D qui s'adresse aux industriels, voilà, qui pensent le panneau solaire de demain, comment le produire sur sol européen, on a également une offre de prestations pour avoir un travail de filière complet qui s'adresse à, typiquement, Enable, c'est une offre qui s'adresse à ces acteurs qui ont des produits, qui ont des clients qui s'intéressent à l'effet photovoltaïque, mais qui n'ont pas de centre de R&D, ou qui n'ont pas de centre de R&D qui s'intéresse au photovoltaïque. Je ne sais pas, l'effet photovoltaïque, la transformation de la lumière en énergie, intégrée au tissu, intégrée aux matériaux, intégrée aux vêtements, ce genre de choses. Donc c'est simplement une capacité pour nous. On construit des ponts avec ce type d'acteurs qui ne sont pas encore acteurs de la transition énergétique, mais qui souhaitent le devenir. Donc typiquement Enable, c'est un point d'accroche particulier. Et plateforme, c'est un point d'accroche un petit peu différent pour des équipes qui ont déjà identifié les verrous deep tech qui sont les leurs. Je ne sais pas, la tuile photovoltaïque dont les performances esthétiques et efficacité ne sont pas au niveau, qui cherchent donc de la science fondamentale pour aider à lever ces verrous-là. Donc c'est pour nous une manière de parler le même langage par rapport à l'expression de besoin de cette filière, et encore une fois dans un esprit de création de valeur, un esprit de mission vis-à-vis de la filière solaire française. Et un dernier point, c'est le club Unite que nous avons créé. L'objectif, c'est de donner accès à une information validée, de grande qualité. Bonjour Marc. Et de grande qualité, dans le cadre justement d'un club qui fluidifie la discussion R&D industrie, qui fluidifie la discussion publique-privée, qui fluidifie la discussion France-Europe. Là aussi, on a la sensation, je pense par rapport à l'intervention ce matin qu'il y avait sur la question de filière et de secteur, on a l'impression qu'il y a besoin d'avoir justement un dialogue renforcé spécifique au solaire photovoltaïque pour aider au développement commercial des acteurs de la filière française aujourd'hui et à in fine la création d'emplois sur le sol européen. Voilà en 2 mots d'introduction sur quelque part comment est-ce je vous propose peut-être d'arrêter là. C'est comment est-ce que l'ITE, donc l'Institut pour la transition énergétique IPVF, à qui on a fixé un mandat d'excellence scientifique et de travail de filière, comment est-ce qu'on se mobilise pour aider à orchestrer le dialogue au niveau national, au niveau européen, et promouvoir ce que cette équipe de France de R&D peut faire au service des acteurs industriels dans ce secteur-là. Voilà. Merci de votre attention. Merci Roch pour cette présentation. 2 mots à retenir. Verrou. Donc la recherche, c'est bien ça. La recherche, elle cherche toujours à lever des verrous. Et dans leur cas, c'est verrou pour créer de la valeur. Donc on est bien sur le champ recherche, le monde de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on pourra faire émerger des tas de solutions. Après se pose la question, à qui et comment. Ça, c'est le sujet majeur. Donc là, on va basculer. Donc on était sur la cellule, sur les composants. L'étape suivante, c'est comment je l'intègre. Et donc là, je vais laisser la parole à Christophe qui va nous raconter tout ça. Merci. J'échangerais bien ma place avec le chairman, s'il le permettait. Ça m'éviterait de tourner la tête du coup. Juste momentanément, je ne veux pas prendre ta place. Merci.
Alors moi, je vais vous du coup présenter ce qu'on fait en recherche sur le volet intégration bâtiment, du bâtiment à la ville, à travers deux structures qui sont une école universitaire de recherche, la Graduate School Solar Academy, qui vise au niveau justement national à développer une formation par et pour la recherche autour de l'énergie solaire, plutôt axée sur l'intégration système et bâtiment. Et puis une chaire qui vient renforcer cette école universitaire de recherche, qui fait un peu écho à la chaire VIT, sur le volet plus ingénierie, qui s'appelle la chaire Cité, la chaire d'innovation transfrontalière sur l'efficacité énergétique, et qui a comme terrain de jeu le Grand Genève. Donc mon laboratoire, d'abord, c'est le LOCI, qui est une des composantes Université Savoie-Mont-Blanc, CNRS de l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire. La grosse composante est CEA, et il y a une petite composante académique sur donc, nous, autour de la problématique de l'intégration de l'énergie solaire. Tout ce qui va être comment l'intégrer au niveau du bâtiment, tenir compte de son environnement urbain qui est un peu particulier, j'y reviendrai là-dessus, et puis maintenir des conditions, répondre aux besoins énergétiques du bâtiment en termes d'électricité, de rafraîchissement et de chaleur. Alors mon laboratoire est un des 7 laboratoires de cette Solar Academy. En fait, donc ça a été lauréat d'un projet PIA 3 sur les écoles universitaires de recherche, où en fait on a structuré un volet en fait de formation, de master à doctorat, s'articulant sur 2 parcours. Donc un parcours, on va dire, plus ingénierie, qui s'appelle Solar Energy for Building and Cities, et un parcours plus autour de l'économie et des problématiques juridiques, qui s'appelle SOLEM, Solar Energy, Law, Economics and Management. En renfort de ces parcours, on a des diplômes communs avec nos homologues suisses, puisque notre bassin en fait, est axé beaucoup sur la Savoie, la Haute-Savoie et le Genevois français. Et puis donc au niveau recherche, on s'articule autour de 3 pôles qui font un peu écho à ces 2 parcours de formation. Un pôle ingénierie, un pôle autour du numérique, de la donnée, de l'analyse des données, et puis un pôle autour de l'économie et du droit. Je reviendrai là-dessus. Alors cette chère cité, en fait, elle est née de l'ambition d'un territoire qui accompagnait la création du Grand Genève, en fait, en 2018, avec d'une part le Genevois français, le pays de Gex, et puis le canton de Vaud et de Genève, avec la volonté politique de mettre en place des forces scientifiques et académiques communes pour répondre aux ambitions et aider et accompagner les ambitions du territoire. Donc en fait, cette chaire a été créée en 2019 avec l'Université Savoie-Mont-Blanc, les HES et notamment HES EPIA et l'Université de Genève. Elle assemble 7 laboratoires au niveau de l'université, donc ceux qui sont dans le UR, des départements de l'Université de Genève et plusieurs laboratoires de HES EPIA. Pour l'instant, elle implique pas l'ensemble de ces laboratoires, mais une vingtaine, 20 à 25 chercheurs et enseignants-chercheurs. Alors, les recherches qui sont développées s'articulent autour de 3 pôles, comme je l'ai indiqué. Donc, tout ce qui va être autour de la production d'énergie solaire à différentes échelles, donc du module, du bâtiment à la ville. Comment collecter, comment optimiser cette collecte, comment définir la stratégie de conversion en fonction des besoins du bâtiment. Et puis un pôle autour de la digitalisation de la ressource. Donc digitalisation de la ressource, c'est déjà mieux connaître cette ressource en milieu urbain, mieux savoir la modéliser, c'est tout ce qui est autour du cadastre solaire notamment, mais aussi tout ce qui va être traitement de données, améliorer la fiabilité en fait de la prévision de ce potentiel de production solaire, identifier des défauts, et l'origine surtout de ces défauts sur ces installations qui sont finalement réparties de manière diffuse à l'échelle d'un territoire.
Enfin, le troisième pôle qui agrège un laboratoire en économie et un laboratoire en droit, ça va être comment accompagner le développement de ces nouvelles technologies par des modèles économiques, comment aussi lutter contre les barrières juridiques et toutes les problématiques de garantie de performance, mais aussi garantie dommages sur le cadre bâti. Et puis essayer de définir ou accompagner les politiques publiques sur le développement de cette ressource. On est aussi partenaire en fait de l'ITE qui est INES2S en fait, qui s'oriente plus sur l'intégration système et bâtiments et villes par rapport à ce qui est fait à l'IPVF, et cette complémentarité est assez forte. Alors pour parler du coup, moi je vais me focaliser sur l'intégration bâtiment et puis les problématiques aussi du potentiel de production à l'échelle de la ville. Le bâtiment, on le référence souvent comme un très énergivore, gros consommateur. Je ne vais pas répéter les chiffres le concernant puisqu'on le répète à chaque fois, mais c'est surtout encore un gros consommateur de chaleur. Les besoins sont pour l'instant en chaud. Je dis pour l'instant parce que j'en parlerai aussi plus tard. On aura sans doute des dérives sur des problèmes de rafraîchissement. Et puis c'est un gros consommateur parmi les consommateurs d'électricité. Ça représente le résidentiel et le tertiaire 2/3 de la consommation aussi d'électricité. Alors on fait des prévisions sur ce que l'on pourrait diminuer en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de limitation de la consommation d'énergie au niveau du parc bâti. Ceci dit, ce parc bâti se renouvelle à un taux très faible. Et donc ça veut dire que tous les bâtiments performants que l'on construit actuellement ne représentent pas forcément grand-chose par rapport à l'immensité de ce qui est de besoin en rénovation énergétique. Ça a été dit ce matin, hein, les gros efforts, c'est sur la sobriété énergétique. Et donc le parc existant, c'est clair, c'est un enjeu important. Il y a le côté aussi, le fait que la croissance de la population mondiale ne cesse et qu'en fait ce parc bâti, même si on fait des efforts, ne fait que croître aussi, donc augmenter son poids. Si on passe au niveau de la ville, ça veut dire qu'on intègre aussi le volet mobilité. C'est là où ça devient intéressant dans le raisonnement en termes de production de ressources locales. C'est pour les besoins du bâtiment, mais le couplage aussi à la mobilité avec différents vecteurs énergétiques. La ville, en fait, pareil, va représenter en 2050 plus des 2/3 de la population mondiale. Ça représente 2% de la surface terrestre, 80% de la génération de richesse est finalement complètement dépendante de ces ressources extérieures. Sans parler, je ne focaliserai pas sur les matériaux, sur l'eau, mais tout ça, en fait, en termes d'empreinte environnementale, c'est énorme. Et donc finalement, avec des surfaces urbaines qui sont très peu valorisées, et donc c'est là-dessus que l'on travaille. Il y a aussi le fait que 60% de l'environnement bâti qui répondra aux besoins des années 2050 n'est encore pas construit. Et donc justement, c'est dès maintenant aussi qu'on doit agir sur ça. Alors sur quoi on travaille, en fait, c'est justement l'exploitation des surfaces urbaines qui est largement sous-exploitée. Alors il peut y avoir une lutte entre le côté potentiel solaire, agri-urbain, par rapport aux impacts que ça peut aussi engendrer sur le climat urbain. Il y a aussi concevoir des composants adaptés. Hein. On parlait en fait justement que le photovoltaïque, il y avait des multitudes d'usages et justement des voies de R&D qui sont inépuisables en fait. On a beaucoup parlé à un moment donné de la spécificité française sur l'intégration du photovoltaïque au bâtiment. Qui a montré certaines limites vis-à-vis des échauffements, d'où le fait de travailler sur la récupération de chaleur. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui va être intégration esthétique, ça ne s'arrête pas que au visuel, c'est aussi par rapport à l'environnement urbain dans lequel ça va s'intégrer. Il y a des choses à faire.
Il y a des problématiques justement socio-économiques qui doivent accompagner ces développements. Là actuellement, Nadine en a parlé ce matin, il y a le prix de l'énergie, le gaz qui explose. Il y a le volet précarité énergétique qui est intéressant d'explorer sur ce volet-là, et la production locale pour une autoconsommation. Et puis des problématiques juridiques, Laetitia pourra en parler, peut-être on en parlait à midi, en tout cas sur le côté notamment assurance en fait, et des problématiques d'assurance qui peuvent être des freins au développement de l'intégration de ces composantes. Enfin, on se doit aussi d'améliorer, de moins décevoir en fait par rapport aux attendus de l'énergie solaire lorsqu'on promet voilà, des niveaux de production annuels, et donc on se doit d'affiner en fait les modèles qui vont nous permettre d'évaluer ces productions, et puis de donner aussi des voies d'aménagement urbain en fait. Si on fait des études sur finalement la maximisation du potentiel solaire au milieu urbain, on aura plutôt tendance à travailler sur des constructions un peu random en fait, avec différentes hauteurs, pas forcément bien rangées. Si on regarde le côté urbanisme, en fait, c'est plutôt des bâtiments de même hauteur mis à côté des bâtiments de même hauteur, bien rangés. Et là, c'est assez préjudiciable finalement au potentiel de production solaire. Donc il y a des connexions à faire aussi avec les aménageurs. Voilà, donc un petit peu, j'ai retracé sur des différentes échelles d'espace et aussi de temps, finalement toutes les problématiques que l'on est amené à traiter, donc de la performance du matériau de base en fait, sur l'optimisation de la conversion d'énergie, que ce soit électrique, on le regarde aussi du côté thermique, le côté durabilité, vieillissement et garantie. Et là, dans le milieu urbain, il y a un paramètre qui est important, c'est le climat local. En fait, on a tous entendu parler des effets d'îlots de chaleur urbains. Et bien, ces effets d'îlots de chaleur urbains, ils sont préjudiciables pour les centrales solaires urbaines. On a beaucoup regardé le bâtiment au départ, en fait, en disant l'impact du bâtiment, si le côté photovoltaïque est posé sur un bâtiment, ça va générer un niveau de température de fonctionnement plus élevé que s'il est en plein champ. Ben, il y a aussi l'autre côté maintenant à regarder, c'est le côté climat urbain en fait, avec une ressource mal maîtrisée. C'est-à-dire qu'en fait on a des réflexions, donc on a beaucoup de diffus, on a de la pollution et on a un niveau de température aussi plus élevé que ce que l'on a en dehors des villes. Ça c'est un point sur lequel on travaille, et notamment à travers la création d'une start-up Heliocity qui travaille sur de la maintenance préventive en fait, de centrales solaires urbaines en essayant d'identifier finalement les modes de défaillance ou l'origine des modes de défaillance de ces centrales. Il y a ensuite l'optimisation multicritère des systèmes énergétiques urbains. On entend beaucoup parler des cadastres solaires urbains puisqu'il y a eu une politique en fait, d'inciter les collectivités locales à déployer leur cadastre solaire finalement. On travaille alors toujours sur ce cadastre solaire, mais en améliorant deux choses. Sur le côté verticalité, pourquoi pas utiliser le gisement que représentent les façades. Certes, l'inclinaison n'est pas optimale, certes, il y a tout un tas de raisons. En tout cas, c'est des surfaces urbaines qui sont inexploitées. Et puis le deuxième volet, c'est de donner d'autres critères aussi que le simple ensoleillement moyen annuel sur une surface horizontale. Ça ne s'arrête pas là. Hein. Si on veut éviter de décevoir, c'est aussi prendre le coût en considération, le coût de connexion en réseau, le côté barrière technologique, technique, parce que sur les toits, il y a plein de choses. Il y a des centrales de traitement d'air, il y a des cheminées, et donc bien qu'on ait a priori un très bon ensoleillement, on aura des obstacles. Il y a aussi le côté esthétique, comme j'en ai parlé, et le côté bâtiment historique à proximité. Voilà. Donc ça pose tout un tas de problèmes technologiques, mais aussi juridiques, économiques, et c'est là-dessus qu'on essaye de travailler. Alors un exemple sur un cadastre solaire amélioré sur le Grand Genève, hein, qui est développé par la chaire Cité, où en fait
On travaille sur le potentiel de production solaire suivant les différentes technologies que l'on va intégrer, du thermique, du photovoltaïque. On essaye de tenir compte du climat local, c'est-à-dire à travers des modèles un peu simplifiés, mais de modification en fait, des niveaux de température liés à la spécificité locale. Et puis la dégradation, en fait, la chute des performances dans le temps, ça aussi on essaye de l'intégrer dans notre cadastre. On intègre aussi des décisions multicritères, comme je l'ai dit, c'est-à-dire on ne s'arrête pas en fait au simple ensoleillement moyen annuel sur la toiture, mais on donne des indicateurs sur les bâtiments. Pour faire vite, je suis un peu long, désolé. Par exemple, voilà, là sur un exemple simple, avec 5 critères qui sont le coût, l'intégration esthétique, la barrière technique parce que le toit est encombré, le contenu CO2 de l'installation, ainsi de suite. On a pu cartographier sur ces 5 critères 3 catégories de bâtiments sur l'ensemble du Grand Genève. La catégorie A, c'est des bâtiments où l'intégration est super bienvenue, à la fois pour l'ensoleillement, parce qu'il n'y a pas de problème technique, parce qu'il n'y a pas de bâtiment historique autour, et ainsi de suite. Puis ensuite, on a des bâtiments plutôt bien pour l'intégration solaire, et ensuite, dernière tranche. Donc ça, c'est par exemple des aides au guidage du développement de l'intégration massive à l'échelle d'un territoire, où on peut donner finalement aux politiques, aux aménageurs, d'autres critères que le simple ensoleillement et des guides pour pouvoir ensuite arriver à leur objectif de la transition énergétique. Voilà, j'ai fini sur cette présentation et désolé, j'étais un peu bavard. Voilà. Je suis prêt ensuite à répondre à vous. Merci Christophe. Donc, ce qui est intéressant là, c'est cette vision intégration système qui nous éloigne des traditionnelles centrales photovoltaïques au sol avec tous ces problèmes de conflit d'usage, préemption de terres potentiellement agricoles, etc. Là, on rentre dans la ville et derrière, on voit le rôle de l'intelligence artificielle, ce que je disais tout à l'heure sur j'ai besoin en même temps de développer des produits qui vont être intégrés, mais en même temps, il faut que je les pilote, il faut que j'optimise leur positionnement pour avoir une production énergétique. Suivre leur performance. C'est ça. J'identifie les défaillances. L'origine des défaillances, c'est le plus difficile. La fiabilité du système, elle est importante pour éviter qu'il y ait des contre-démonstrations. Alors, je vais passer la parole à Laetitia, qui, elle, va nous parler d'un produit intégré au bâti avec toute la problématique qu'elle a pu rencontrer. Merci. Du coup, je suis Laetitia Broutier, je suis cofondatrice de Dualsun. Du coup, en quelques mots, Dualsun, depuis 2010, nous sommes sur le territoire français, un fabricant français de panneaux solaires made in France. Et nous avons une innovation qui nous est chère et qui est clé pour notre développement, qui est le panneau solaire hybride. Le panneau solaire 2 en 1, d'où je vous ai d'ailleurs ramené un petit échantillon pour vous faire comprendre ce que c'est, puisqu'on a sur la face avant la partie photovoltaïque qu'on connaît bien ici, puisque donc les cellules sont intégrées dans un module pour faire la production électrique. Et cette spécificité, c'est notre face arrière où on a un échangeur, donc énormément de canaux qui viennent refroidir le module photovoltaïque pour récupérer l'eau chaude. Pour l'utiliser dans le bâtiment, puisqu'on est avant tout une technologie dédiée au bâtiment. Donc on a développé un certain nombre de brevets pour cette technologie, à la fois sur finalement le design de l'échangeur et comment on peut l'intégrer au photovoltaïque. Le parcours de Dualsun, et j'entendais un peu cette tendance à l'industrialisation qu'on a aujourd'hui, ça n'a pas toujours été un leitmotiv dans les politiques publiques. On a beaucoup entendu pendant tout un temps que finalement la partie module c'était plutôt une commodité et que la France, on avait regardé tout à l'heure, l'industrie c'est 20% de la valeur ajoutée, ça fait quand même 80% en France, on s'en suffisait. C'est des choses qui sont remises en question aujourd'hui pour alors peut-être déjà avec le Covid, on s'est dit la mondialisation ça fait
Ça fait des problématiques de santé, c'est pas bien, mais on le voit beaucoup plus concrètement sur notre filière cette année avec la question des pénuries, puisque du coup on se rend compte que pour ne serait-ce qu'avoir les panneaux dont on a besoin pour notre transition énergétique, on n'est pas toujours prioritaire. Peut-être que les États-Unis les achètent plus cher et donc du coup que la France n'en a juste pas. Peut-être qu'il y a des problèmes dans les ports de Chine et que du coup, comme ils sont malades, les ports ne peuvent pas nous approvisionner, qu'on a des délais et des prix qu'on n'imaginait même pas et qui changent complètement la compétitivité du produit. On a également la question de, oui, mais est-ce qu'on est vraiment envie de délocaliser alors qu'on n'a pas du tout les mêmes référentiels en termes d'exigences, on va dire, éthiques. On peut penser aux Ouïghours dont on a entendu parler sur la question du silicium. Donc tout un tas de problématiques un peu nouvelles finalement pour notre industrie. Donc nous on s'est positionné très tôt sur le Made in France, mais j'allais dire on était à contre-courant. Du coup ça a été difficile. Alors au départ on pouvait approvisionner nos cellules en France et puis on a pu approvisionner que l'assemblage de modules. Petit à petit même le module ça a été compliqué, donc on a été vraiment garder notre valeur ajoutée de l'échangeur qu'on a toujours fabriqué en France. Et qu'on a toujours assemblé en France également. Mais je voulais aussi faire un parallèle entre deux mondes de la recherche, puisque nous, on a un échangeur en polymère, on est au croisement entre la filière de la plasturgie et la filière solaire. Et on a des fonctionnements qui sont très différents quand on demande à faire finalement un partenariat avec le CEA INEST. Eh bien, on nous explique qu'ils attendent de nous 80% du financement et qu'ils gardent la propriété industrielle sur des technologies qu'on apporte nous-mêmes. Du coup, c'est assez déstabilisant quand on va sur la plasturgie par exemple, ils nous écoutent pour réfléchir, on n'arrivait pas à produire exactement, ils se disent qu'en fait ils peuvent faire des améliorations machines, on n'a aucune expertise, c'est eux qui nous l'apportent et en plus ils le font sur fonds propres et ils nous délaissent toute l'API. Donc on est vraiment aux antipodes et c'est vrai que c'est pas toujours. Se pose la question de savoir est-ce qu'on veut vraiment avoir une industrie et dans ces cas-là, comment on l'incite aussi dans le transfert ou est-ce que finalement ça restera une petite niche et on n'a pas tellement besoin d'un transfert. Voilà, pour revenir sur notre produit, donc vous l'avez compris, on est dédié au bâtiment, on est sur un marché de l'autoconsommation. On a l'autoconsommation photovoltaïque, alors bien sûr pour tout ce qu'on a déjà aujourd'hui. Donc que ça soit finalement nos frigos, nos box, nos télés, et demain nos véhicules électriques. Et puis si on a déjà la chance d'avoir une piscine, ça sert aussi pour la piscine, puisque c'est quand même un gros consommateur également. Et on a cette partie thermique qui vient chauffer nos douches, chauffer aussi des systèmes complexes de chauffage, où on a aussi des pompes à chaleur qui peuvent être couplées. Donc vraiment cette double autoconsommation à la fois électrique et de chaleur. Sur un retour d'expérience qu'on a sur ce point, c'est que c'est toujours sur cette slide pour l'instant, c'est qu'on parlait des conditions de marché. Nous, on a vu des conditions de marché qui sont très fluctuantes en termes de cadre et de vision de politique, et c'est très déstabilisant. Quand on regarde le Grenelle qui en 2010 disait tous les bâtiments neufs seront bâtiments à énergie positive en 2020, et qu'en 2020 finalement la RE 2020 sort et la notion de bâtiment à énergie positive elle n'existe juste pas du tout. Forcément, quand on s'est préparé industriellement à avoir un produit dédié à le bâtiment à énergie positive, on n'a plus finalement le débouché qu'on avait. Et on se rappelle en 2017, quand il y a eu le nouveau arrêté tarifaire où on a arrêté les subventions à l'intégrer au bâti en disant de toutes les manières vous aurez le relais du neuf d'ici 2-3 ans et que finalement, parce que tous les bâtiments neufs auront du photovoltaïque intégré, donc les solutions d'intégration du photovoltaïque trouveront un marché natif sans avoir besoin d'aide. En fait, on se voit que dans la réalité, il n'y aura pas de bâtiment avec photovoltaïque intégré, puisque c'est même pénalisant pour sortir le projet. Donc, c'est vrai que, on sent que
cette vision, elle n'est pas suivie d'actes, enfin, on va dire, même quand elle est écrite dans la loi. Et j'en veux aussi pour exemple, côté thermique, de développeurs qui s'étaient vraiment mis sur le marché en disant bon bah voilà, on a une taxe carbone maintenant avec la loi de transition énergétique, on sait pas à combien sera le gaz en base, mais on sait qu'au moins il y aura cette augmentation liée à la taxe carbone. Et puis, alors bien sûr, il y a eu encore plus de résistance sur cette taxe carbone que sur le bâtiment à énergie positive. Enfin, en tout cas, le résultat est le même. La taxe carbone a été gelée. Et du coup, la visibilité qu'on a vue sur les prix de l'énergie qui permettait d'investir sur le côté chaleur, elle a été perdue. Donc tout ça pour dire que cette vision du marché, ces stop and go qu'on a avec des grandes lois générales qui ne sont pas suivies au suivi des faits, ça n'aide pas à l'industrie. C'était un premier point. Et de manière plus pratique encore, ce que je voulais dire, c'est que nous, on a eu une très grosse croissance sur les 2 dernières années, puisqu'on est passé de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans. Cette croissance énorme, elle est liée beaucoup à l'intégration dans MaPrimeRénov' de notre technologie. MaPrimeRénov', qui, vous le savez peut-être, est un très gros succès pour finalement aider les maisons, les bâtiments individuels et les propriétaires à changer dans leur bâtiment leur système de chauffage, isoler leur maison et tout un tas de gestes qui permettent finalement une rénovation énergétique, a été un cadre très favorable pour Dualson. Mais c'est un cadre où on a été intégré finalement dans un contexte de marché que très tardivement, puisque nous on s'est créé en 2010 et qu'il a fallu attendre 2020 pour que nos technologies aient un cadre de marché qui nous permette de rentrer. Et on voit que sur l'aspect logement collectif, le fonds chaleur par exemple n'intègre toujours pas nos technologies, alors que du coup en fait on est privé de toute cette partie d'aider à la rénovation des bâtiments collectifs, ce qui est assez paradoxal puisque c'est le plus gros marché qu'on a à l'export sur le logement le collectif et le tertiaire, enfin en tout cas tous les bâtiments autres que des bâtiments individuels. Et en France, on n'en a pas du tout parce que le cadre marché n'y est pas. Donc on parlait vraiment de cette question de la réglementation et du cadre de la réglementation. Donc c'est vrai que c'est bien d'innover, mais c'est sûr que si derrière il y a beaucoup d'euros pour nous dire voilà, si vous faites tel ou tel projet, l'ADEME, la BPI France vous suivra, mais que derrière finalement quand on regarde les appels d'offres, notre technologie est exclue. C'est sûr qu'il y a un peu un gap qu'il faut absolument combler, et donc il faudrait vraiment une vraie discussion entre les ministères, entre ceux qui écrivent les cahiers des charges et ceux qui poussent l'innovation, parce que finalement ça manque. On peut poursuivre. Je voulais juste vous donner donc une idée. Donc sur Dualson, on est un acteur français, mais on a aussi un développement au niveau de l'export. On parlait de l'export. Ça a été une nécessité pour nous au moment où on était sur un marché français qui était bloqué parce que pas encore de bâtiments à énergie positive, pas encore MaPrimeRénov', toujours pas de fonds chaleur. Donc on se retrouvait avec un produit qu'on avait inventé pour la France, où il a fallu finalement, on a trouvé par opportunisme d'autres marchés qui eux étaient beaucoup moins difficiles, et notamment les Pays-Bas, quand ils ont décidé de sortir du gaz, ont investi tout azimut et on a pu être emporté par ces vagues-là, mais également l'Australie qui est très friande d'énergie solaire, notamment pour leurs piscines. C'est des marchés finalement qu'on a découvert a posteriori de la création des produits et qui étaient naturels, on va dire, pour nos produits, qui nous ont permis finalement d'avoir aussi un début de croissance antérieur à MaPrimeRénov'. On peut continuer. Je vous en prie. Je voulais juste vous montrer quelques... On peut les suivre, c'était juste pour vous montrer quelques images de notre industrie. Donc déjà, on est très fiers sur la certification, parce qu'en fait, quand notre produit est sorti en 2013, il n'existait pas de cadre de certification. Or, vous savez, on parlait de la question des assurances, on a beaucoup de questions de savoir est-ce que vos produits répondent aux normes européennes, est-ce qu'ils ne répondent pas aux normes européennes. Et quand on est une innovation et qu'on sort sans certification européenne, c'est juste impossible. Donc nous, on a eu la chance finalement d'écrire en même temps qu'on se créait la certification au niveau européen. Et donc quand notre produit était prêt, la certification était prête aussi. Et donc on a été le premier panneau hybride certifié. Donc c'est une vraie fierté. Et voilà, donc on a pu avoir ce cadre-là. Je vais juste, si tu peux passer du coup les slides suivantes. En fait, c'était surtout pour vous donner quelques images de notre usine, parce que du coup on est sur du Made in France.
je t'en prie, déroule. Là, vous voyez la phase d'entrée. Donc, c'est une usine qui est basée à Jules-Jurieu dans l'Ain. On voit ici des produits qui sont développés. Dualson a cette spécificité d'être fabless, malgré le fait qu'on soit Made in France, c'est-à-dire qu'on a notre ligne qui est opérée par un tiers externe, une ligne qu'on a nous-mêmes dans laquelle on a nous-mêmes investi et dont on a les machines et les murs. Vous voyez aussi quelques-unes de nos machines qu'on a dû inventer, on va dire, pour notre process, notamment la fabrication des liaisons hydrauliques et juste après la fabrication d'un système de soudure de plasturgie, dont je vous avais parlé un peu de notre lien avec le monde de la plasturgie. Et puis une autre innovation, et on ne pense pas toujours à celle-là, mais en fait des innovations d'approche du marché, puisque Dualson est à la fois un acteur industriel, mais aussi un acteur très présent dans la promotion du solaire en France. Alors pas au niveau... enfin, on va dire pas de manière générale, mais vraiment à destination des particuliers. Donc on est très présent dans la presse grand public, on parle du solaire, de l'avantage du solaire. Et on a notamment développé une plateforme pour que tout particulier puisse voir sa propre maison et tester sur sa propre maison qu'est-ce que donnerait un projet solaire pour lui. Et du coup, si jamais finalement cette simulation de sa maison et de son projet l'intéresse, il peut aller plus loin, et nous on va le mettre en relation avec l'écosystème français, avec des installateurs qualifiés pour aller au bout de son projet derrière. Donc voilà, sur cette industrie et sur l'industrie en général, en vous entendant parler lors des gens, je voulais saluer vraiment le travail de l'IPVF sur leur relation avec l'Europe, parce que nous, on est trop petits pour vraiment s'atteler à ça, parce que c'est très complexe et que c'est beaucoup d'interactions qui prennent du temps. Mais ils sont en train de pousser, avec d'autres acteurs, le fait qu'on ait un projet, donc un important project, un important program peut-être, je ne sais plus. Project, ok. Donc un projet d'importance pour la communauté européenne qui soit reconnu au niveau de la filière photovoltaïque industrielle, comme quoi voilà, on ne peut pas se passer de ces produits de commodité, et donc du coup qu'il faut les produire aussi en Europe pour une certaine souveraineté, et donc permettre des financements des projets d'industrie. Ça va être clé, ça va être important. On parlait d'un changement de mentalité, et ce changement de mentalité doit finalement s'acter par des vrais programmes européens, sinon on aura des problèmes finalement de loi européenne, tout simplement. On disait tout à l'heure, David Gréau et Nerplan disaient 70% de la notation, c'est le prix. Donc si on veut vraiment pouvoir inciter une filière européenne, on a besoin que l'Europe l'acte officiellement. C'est un premier point, et aussi, je voulais aussi vous redire ce que c'est que l'industrie photovoltaïque. On est quand même une industrie de la microélectronique aussi. C'est une industrie qui a divisé ses prix par 4 en moins de 10 ans, 5 même. Donc c'est au moins, oui, j'entends Christophe qui me dit au moins, plus encore. Par 10, non, alors pardon, ça dépend où on regarde. Dans l'industrie, on est par 10, et si on est dans les prix au client final, on est plutôt par 4 ou 5. Voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur. Moi, quand j'ai commencé en 2010, on était à plus de 25 000 € les 3 kilos. Maintenant, on est à moins de 7 000 € les 3 kilos. Donc, c'est des kilowatts crête, pardon, parce qu'on a notre jargon aussi. Donc, c'est des puissances installées sur des toitures. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, ça faisait 20 mètres carrés et que maintenant, on est à moins de 10 mètres carrés. Mais du coup, on a vraiment ces prix-là qu'on vraiment réduit. Et ça veut dire que aussi concrètement, il faut avoir une grosse capacité de financement, parce que quand on investit dans une usine, c'est une usine qui va être obsolète très vite. Qu'il va falloir upgrader, améliorer en continu. Donc c'est de l'argent à injecter en continu. Donc vouloir une industrie, c'est bien, mais ça ne veut pas dire 1 milliard une fois, en fait. Ça veut dire 1 milliard tous les ans ou tous les 2 ans, parce que voilà, il faut se remettre à la page, au goût du jour. Et donc c'est une vraie question, hein, que cette stratégie, et notamment de savoir d'où vont venir ces fonds et qui seront les privés qui investiront dans l'industrie, alors que investir dans les projets photovoltaïques, c'est déjà très rentable. Donc pourquoi aller sur quelque chose de plus risqué? Donc la question de la coercition, c'est-à-dire de l'obligation, si on investit dans des projets solaires, d'investir aussi dans l'industrie, ça pourrait être peut-être une option. Voilà pour les idées à vous écouter. Merci en tout cas de l'échange. Merci Laetitia, très intéressant. Là vous avez vu, on a basculé, on est sorti du monde de la recherche pour vraiment avoir
l'expérience d'un producteur qui est passé sur le champ de l'innovation, qui a réfléchi pour développer un concept et qui s'est heurté à un moment donné à la problématique du suivi par les services de l'État, de réglementation, de loi, qui ne sont pas forcément adaptés par rapport à ce qui a pu être imaginé au début de la réflexion qu'ils ont pu avoir. Une expérience très intéressante. Merci Ticia. Et on va terminer par les structures qui sont là pour accompagner ces développements et être l'interface justement entre la recherche, le monde économique et le monde institutionnel. Merci Philippe. Alors le temps que tu ouvres les planches, donc je vais essayer essentiellement de faire 3 choses. La première, de vous rendre compte un petit peu des acteurs qu'on essaye de rassembler, alors au-delà du photovoltaïque, vous allez voir, sur les enjeux de transition énergétique. Ensuite, sur le photovoltaïque, vous décrire un petit peu le type de projet qu'on essaie d'accompagner. Et puis pour finir, vous rendre compte de... Tu l'as pas... L'animateur va se débrouiller de la retrouver. T'es sûr le deuxième? Non, je pense que c'est le deuxième. Non, ouais, je pense que c'est le deuxième mot. Ouais, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, c'est le stress, c'est le stress. Et donc, pour finir, il se trouve qu'avec Roch, Laetitia aussi, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fin d'année dernière, il y a une initiative nationale pour essayer de rassembler un petit peu tous les acteurs du solaire photovoltaïque sous l'égide du comité stratégique de filière. Voilà, on avait fait un travail ensemble et je vais essayer de le restituer. Alors pour commencer, pour essayer de vous dire d'où je parle, donc Cap Énergie, c'est un pôle de compétitivité, donc c'est des objets bizarres qui ont été créés il y a une quinzaine d'années. Il y en a un peu plus de 50 en France. Il rassemble sur un territoire, je vais vous en dire plus juste après, un certain nombre d'acteurs, voilà. Donc à la fois de la recherche, de l'industrie et des institutions et associations. Et, donc Cap Énergie, on a 530 membres, à peu près 350 entreprises, dont beaucoup de PME. Donc les pôles de compétitivité essayent d'avoir un ancrage sur leur territoire, de connaître de près leurs membres. Dualson est un membre éminent depuis longtemps, bien avant que j'arrive à Cap Énergie. On m'avait parlé de toi, Laetitia, en arrivant. Voilà, et donc et puis aussi le lien avec la recherche, donc une centaine d'équipes de recherche, et puis voilà, des institutionnels, des collectivités, beaucoup qui jouent un rôle dans les transitions aussi. Donc les territoires, la région sud, la Corse, que connaît bien Philippe, la Guadeloupe aussi, tiens, c'est bizarre, ça tombe comme ça, la Réunion et Monaco. Et puis, voilà, avec un réseau de partenaires, on est une structure de réseau, voilà, on peut changer de planche, on est une petite équipe d'une 20aine de personnes, et voilà, on a comme tâche et objectif principal de mettre en réseau tous ces acteurs. Alors, on a d'origine de la création des pôles de l'État la possibilité de décerner un label de projet innovant qui est pris en compte sur un certain nombre de financements publics. Voilà, Dualson a été labellisé, enfin, les projets de Dualson à plusieurs reprises, y compris la dernière fois il y a presque un mois. Voilà, pour une continuation des projets dont vous a parlé Laetitia. Et puis on a des missions d'accompagnement après de sous acteurs vers toutes les structures de financement et d'accompagnement au développement. Alors, nos domaines d'activité, ouais, tu peux dérouler tout, Philippe, merci, sont autour de la transition énergétique de manière générale. Donc, on aime bien le présenter comme ça parce qu'il nous semble que c'est en réalité un enjeu presque premier. Donc la question de partir des utilisateurs finaux, bon, ça a transparu dans les présentations précédentes, celle de Christophe notamment. Donc décarboner les usages et puis les questions d'efficacité énergétique, tous les aspects système sur les différents vecteurs énergétiques, et puis aussi le troisième pilier, produire l'énergie décarbonée, dont le solaire et dont le PV dans le solaire. Voilà. Et puis on a donc labellisé un certain nombre de projets innovants le long des années. Voilà, alors si on vient maintenant sur la filière solaire du pôle, donc c'est un peu plus de 100 membres sur les 500 membres, donc c'est une part significative, avec une distribution que vous retrouvez en termes de taille. Vous voyez que plus de la moitié de ces membres sont des PME de différentes tailles, quelques startups, et puis aussi pas mal d'unités de recherche associées,
Et donc, en termes de positionnement sur la chaîne de valeur, je pense que c'est représentatif, sans rentrer dans le détail, mais de ce qu'on a dit ce matin sur la filière française, hein, donc beaucoup de développeurs, voilà, des unités de recherche, vous avez un nombre important, et puis après des fournisseurs de solutions intégrées, d'équipements, de systèmes, et vous voyez très peu en fait de fournisseurs de composants ou de producteurs de panneaux. Voilà, je pense que c'est au reflet de la structure de la filière française. Voilà. Alors, pour vous donner des exemples, alors du type de projet qu'on accompagne et sur quand même l'ensemble de cette chaîne de valeur. Alors, on a un membre qui est un équipementier, alors que certains peut-être d'entre vous connaissent, en lien avec le développement de la microélectronique sur la période sur Rousset, donc Ion Beam System, qui a développé, qui est un équipementier, hein, de la filière solaire, et pour lequel on a accompagné notamment, alors j'ai pris des exemples de projets labellisés, un projet sur l'implantation ionique par immersion plasma de cellules à contact passivé, voilà, qu'on a accompagné, qui a été labellisé, qui a fait l'objet d'un financement. Laetitia a parlé du Elsen, voilà, donc sur l'échangeur thermique polymère. Voilà, à l'époque, c'était pour le faire en un seul coup, si je me rappelle bien. Voilà, ce qui était un enjeu de prix pour augmenter la compétitivité du panneau. Voilà, donc progressivement, on va aller vers des systèmes. On avait labellisé aussi un acteur sur des solutions d'ancrage de solaire PV flottant. Bon, il y a certains aspects de foncier disponibles aussi, donc il y a de l'innovation à faire dans ce domaine-là. Alors, pour des applications qui ne soient pas uniquement sur le terrain national, un acteur important qu'on aime bien aussi de notre écosystème, qui a développé des solutions de centrales solaires containerisées, notamment pour des applications en Afrique, hein, pour permettre de monter, démonter de manière aussi simple et connecter de manière aussi simple possible une centrale. Ça a été évoqué ce matin, ce que certains appellent l'agrivoltaïsme, mais des fois les agriculteurs sont un peu réticents, comme vous savez peut-être. Mais en tout cas, des solutions, donc là c'est une société Ombrea aussi qui continue au niveau national, il faut savoir que là les porteurs sont plutôt issus d'ailleurs du milieu agricole, hein. La petite histoire, c'est le père de la fondatrice, hein, qui a subi les conséquences du changement climatique en termes de grêle, qui a perdu une partie de sa récolte. Et la petite histoire familiale, c'est qu'avec sa fille, voilà, ils ont créé cette société avec une double fonction. Donc les panneaux solaires, ils ne sont pas faits que pour faire de l'électricité, même si ce n'est pas nécessairement le seul objet, mais aussi de protéger les récoltes de ces épisodes-là extrêmes et d'adapter, donc de développer une synergie entre l'aspect énergétique et puis l'aspect protection vis-à-vis du dérèglement climatique. Et puis pour finir, donc vous donnez un panorama un peu sur les différents segments de la chaîne de valeur. SolarCloth System, un Mandelier, qui développe des solutions de modules PV souples, flexibles, voilà, à base de couches minces CIGS, sur tout un tas d'applications, que ce soit des bâches amovibles, que ce soit sur des applications d'alimentation isolée, voilà, qui est aussi un acteur important dans notre écosystème. Voilà. Voilà, donc ça c'était la première partie, la description rapide pour que vous situiez un peu d'où je parle. Je vais basculer sur le travail qui a été fait fin d'année dernière et début de l'année, donc avec beaucoup d'acteurs associés, hein, dans le cadre, donc sous l'égide du comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique et avec l'aide de 3 autres pôles de compétitivité sur différents points du territoire national, donc les pôles d'Herbie, S2E2 et Ténerdis, voilà, qui couvrent différentes régions. Et alors ça c'est extrait du magazine Observer là, qui est sorti récemment. Là, voilà, on est cité tous les pôles, donc je me suis permis de reprendre la carte. Voilà, qui donne une distribution et comment sans rentrer dans le détail, si on essaie de caractériser un petit peu la filière française, vous le savez, mais bon, il n'y a plus qu'un seul fabricant de lingots, wafer, cellules et
en plus qui est peut-être pas en très bonne forme, avec une capacité de production qui est très faible par rapport aux chiffres qu'on a évoqués de marché à venir, des fabricants de modules, mais avec aussi, même sur les modules, hein, si on somme toutes les capacités de production, elles sont relativement faibles. On parlait tout à l'heure de 1 à 4 gigawatts par an pour suivre la trajectoire PPE. Si on met bout à bout, le chiffre auquel on est arrivé, c'est 650 mégawatts par an, donc pas 1 gigawatt. Voilà. Sur les couches minces, peu d'acteurs, faible capacité de production aussi. Il a été cité ce matin, on a un acteur important côté OPV, Armor pour ne pas le citer. Mais voilà, on voit que l'industrie française est très affaiblie au jour d'aujourd'hui. Voilà, avec par contre quelques équipementiers sur des segments à forte valeur ajoutée. Et puis des équipes de R&D de niveau international, et ça c'est pas que pour faire plaisir à Roch et à Christophe, c'est ce qu'on lit dans les journaux. Voilà. Alors le contexte global pour aller peut-être vers le questionnement global du colloque. Bon, ça a été mentionné ce matin, forte croissance, a priori, quelles que soient les trajectoires, les scénarios, les études, voilà. On promet, et c'est pas que sur l'avenir de maintenant à 2050, ça s'est réalisé ces dernières années, voilà, une croissance exponentielle du marché. Voilà. On a une position, des lignes de route technologiques, des feuilles de route qui sont partagées, comme vous le savez sûrement, au niveau international. Bon, il y a plein d'aspects qui ont été cités, que ce soit sur l'aspect haut rendement, voilà, l'hétérojonction, le tandem, l'utilisation de matériaux perovskites, voilà. Et aussi sur des applications, il y a des gens, vous avez en parlé, qui ne parlent pas d'un marché solaire, mais de plusieurs marchés solaires, parce qu'il y a plusieurs types d'applications. Voilà, donc peut-être aussi à raisonner dans la multiplicité pour rendre compte d'une réalité qui est plus composite qu'un seul marché solaire. Et dans ce contexte-là, alors Roch c'est ça même sûrement mieux que moi, mais il y a dans les discussions qu'on avait au groupe de travail, on se disait la question c'est pas de savoir si on peut s'insérer sur le marché, c'est la question c'est que de toute façon la capacité va augmenter, donc est-ce qu'on laisse des gigafactories se faire en Allemagne, en Italie. Vous savez qu'en Italie, il y a une usine portée par Enel qui a démarré là depuis un peu moins de 2 ans maintenant, qui a une capacité de production qui est encore relativement modeste, mais avec un objectif de monter à 2 gigawatts par an. Voilà. Donc on rentre dans la gamme des gigafactories. Vous savez sûrement que dans l'ancienne Solar Valley allemande, il y a aussi des acteurs historiques qui se remettent dans la perspective d'une perspective de croissance. Voilà, donc la question, on pourrait la poser d'une certaine façon. Hein, est-ce qu'on veut laisser cette industrie qui, au niveau européen, on voit est en train de renaître, ne pas passer par la France, ou est-ce qu'on essaie de faire en sorte qu'elle ait un pied en France? Et sur ce contexte européen, il y a l'initiative qui a été citée de février, de l'European Solar Initiative, voilà, avec des commissaires qui sont cités ici, énergie et puis marché intérieur. Alors, pour finir, la façon dont on a résumé donc, dans le groupe de travail national en question, une sorte des pistes de proposition pour, au-delà du constat, essayer de voir quelles seraient les conditions qui permettraient de redévelopper une industrie solaire française. Alors, ce qui a fait, je pense, que le consensus, c'était le besoin d'avoir une affirmation, donc ça c'est assez institutionnel, d'une ambition nationale et qui permette une mise en mouvement coordonnée des acteurs et qui donne un certain nombre de signaux pour des acteurs qui pourraient hésiter, parce que c'est une industrie, comme vous savez, très capitalistique, puissent se mettre en marche. Et c'est vrai que la sensation, c'est que, mais Laetitia le disait, sur des fois des différences entre ce qui est mis dans des appels à projets innovants et ce qui apparaît dans la réglementation. La sensation que, alors probablement parce qu'il y a eu des épisodes précédents et avec des stigmates qui sont restés, mais qu'il n'y a pas d'ambition claire et de vision claire nationale de ce côté-là. Voilà. Donc on avait fait une proposition de faire un Conseil national du solaire sur le modèle du Conseil national de l'hydrogène.
qui a cette mission explicitement hein, d'essayer de, si vous regardez le Conseil national d'hydrogène, tous les membres, ils représentent à la fois la recherche, l'industrie, des grands industriels, voilà, de construire, de mettre en musique une vision partagée. Et c'est pas, il n'y a pas nécessairement besoin, on ne parle pas de sous nécessairement là, de financement, on parle de signaux, d'une vision qui va pouvoir être pérenne et qui va organiser aux endroits pertinents une renaissance de l'industrie française. On peut passer, ouais. Alors, deuxième point majeur, alors ça fait l'objet de discussions hein, dans le groupe de travail, mais quand même, ce qui semblerait être un levier déterminant pour permettre cette renaissance, c'est de pouvoir développer des normes et des conditions environnementales exigeantes, notamment en termes de contenu carbone. Et là aussi, ça veut dire, de manière pratique, parce qu'il ne suffit pas de faire des grandes affirmations aux tribunes, ça veut dire agir dans les instances où ces choses-là se discutent, où se négocient, c'est compliqué, en Europe, à l'OMC et autres, mais voilà, c'est quand même, il y a du bon sens, c'est pas que, enfin, à titre personnel, mon sentiment, c'est qu'il faut le faire vraiment pour une raison de fond et pour une raison qui puisse être partagée par nos interlocuteurs qui sont en concurrence, qui ont des intérêts industriels différents. Et il faut arriver à ce que, même si c'est long, ça soit reconnu vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique, et qu'il y ait des critères qui soient justes, mais qu'il y ait des critères qui prennent en compte la réalité de ce qu'on émet comme gaz à effet de serre lorsqu'on transporte des produits d'un bout du monde à l'autre, et aussi de la production des produits à un endroit à un autre. Voilà. Donc c'était le deuxième point. Et pour finir, le troisième point, ouais, tu peux passer, c'est voilà, créer les conditions d'une industrialisation réussie, c'est-à-dire que même si on donne un signal, même si il y a ces conditions limites que l'État, que les États, et au niveau européen bien sûr, mettent en place, ben, au niveau français, en lien avec les partenaires européens, on a pensé qu'on ne pouvait rien faire au niveau français, franco-français tout seul. Eh bien, il faut faire en sorte de rebâtir des dynamiques de filières, mettre en place des mécanismes, des dispositifs adaptés qui permettent à l'industrie de se développer à partir des points, des atouts qu'elle a, notamment la partie recherche, puisqu'on sait, je finirai là-dessus, qu'il y a par exemple un projet, ça a été évoqué ce matin à Sarreguemines, d'implantation en France, et que la technologie, si j'ai bien compris, elle vient beaucoup de laboratoires français, alors que le groupe qui investirait n'est pas français, il est norvégio-chinois, certains disent. Mais tant pis, peu importe, c'est de l'emploi en France. On a des équipes de R&D au meilleur niveau international, ça a été mentionné précédemment. Voilà, on a besoin d'une volonté, on a besoin d'une justice en termes de conditions carbone, et puis de créer les conditions de cette industrialisation. Merci Sylvain. Donc, pareil, une intervention très intéressante puisqu'on a balayé le spectre d'un pôle avec derrière les perspectives d'une industrialisation probable autour du photovoltaïque, basée sur une recherche française de qualité. Hein. C'est indéniable depuis fort longtemps. Maintenant, c'est comment on arrive à valoriser cette recherche au bénéfice de porteurs de projets économiques et pour une industrie française et européenne du sujet. Je vais laisser la parole maintenant à l'Assemblée pour pouvoir avoir un échange avec nos 4 experts. Oui, Madame Vrateau. Merci Philippe, merci pour vos interventions. Oui, Nadine Levrateau, merci. J'ai deux remarques, questions à la fois. Alors, ce qui me semble, c'est que à travers les interventions de Laetitia, Roch et Christophe, et ça rejoint un petit peu ce que l'on a vu ce matin avec Sandra, on a beaucoup de smart innovation, c'est-à-dire des développements de produits à la frontière ou en combinaison de différents domaines, plasturgie, panneaux solaires, microélectronique pour le solaire, textile aussi pour le solaire. Est-ce que ça veut dire que sur le cœur de la technologie,
finalement on ne peut pas aller beaucoup plus loin et qu'on est obligé, que les acteurs de la recherche, développement, innovation sont obligés d'aller puiser ailleurs que dans les domaines habituels de l'énergie pour améliorer leurs produits. Et donc, comment ça va engendrer, ou ça pourrait engendrer des bifurcations dans la production. Et quelque chose qui m'a marqué, je crois que j'ai écouté attentivement, je n'ai pas entendu une seule fois prononcer ni lu crédit impôt recherche. C'est quand même étonnant dans la mesure où c'est la France s'enorgueillit de disposer du crédit impôt recherche le plus généreux au monde. Je crois que c'était les propos de Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait augmenté la voilure du dispositif. Qu'est-ce que ça veut dire, là encore, par rapport au comportement, aux stratégies des acteurs de la RDI? Est-ce que les enjeux sont ailleurs que sur le coût de développement des nouveaux produits? Est-ce que finalement c'est tellement intégré que c'est plus la peine d'en parler? Comment vous voyez ça? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Sur les sujets de recherche, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a cité l'agrivoltaïque, l'intégré au bâti, l'intégré au tissu, le Project Integrated PV aussi, donc Product Integrated PV. Donc là, typiquement, on est en train de lancer une co-innovation avec Orange sur une sorte de cube qui est en réalité un micro-ordinateur autonome en énergie, qu'on puisse placer sous lumière naturelle, artificielle, et qui puisse le plus possible être autonome sur base de cellules perovskite. Et on voit qu'en fait la fonctionnalité light to power donc, se retrouve se généralise. On a un nombre d'usages qui est de plus en plus important. Et il n'y a pas de réponse, je pense, unique à cette question-là. Il y a des matériaux comme le CIGS qui permet plus particulièrement d'avoir des surfaces qui sont plus facilement flexibles. Le perovskite permet tout un tas d'applications diverses et variées. Le silicium tel qu'on le connaît arrive aux limites théoriques de rendement. Donc l'idée c'est de savoir sur une surface donnée comment ajouter d'autres couches qui fonctionnalisent un petit peu différemment la surface considérée. Donc j'allais dire que c'est vraiment, et c'est ça qui est aussi passionnant dans la trajectoire recherche actuelle, c'est pas seulement, il y a la R&D bas TRL qui va monter des niveaux de TRL progressifs pour faire émerger les nouvelles générations de panneaux solaires. Il y a aussi quelque part des circuits courts qui permettent de prendre une tuile photovoltaïque, un produit donné, et en fait mettre la science bas TRL au service de vraiment d'une amélioration grâce à une meilleure compréhension de la matière, grâce à l'utilisation d'un nouveau matériau, simplement venir changer les performances d'un produit disponible sur étagère. Donc là, je pense que chacun de nous aura sa version de la réponse, et sur ce premier point, ce sera la mienne. Par rapport au crédit impôt recherche, vous avez raison, j'aurais dû le citer. Nous, notre conviction à l'IPVF, qui sommes un des derniers nés du solaire photovoltaïque en Europe, c'est de faire de la recherche de pointe de niveau international pour un coût qui est simplement une fraction du coût, par le biais de deux dispositifs, le soutien de l'ANR à notre activité et le crédit impôt recherche qui permet évidemment pour les acteurs de la filière de bénéficier de nos services, de notre R&D, et également avec une offre de propriété intellectuelle très orientée industrie, très agressive de ce point de vue-là, pour s'assurer que quelque part qu'on baisse un maximum toutes les barrières à l'entrée, qu'on ait un vrai travail de filière sur base de toutes les compétences que nous développons. Voilà. Moi, je voulais reposer la question de la Smart Innovation avec cette finalement distinction entre un marché de niche et un marché de masse qu'on a au niveau photovoltaïque, parce que c'est sûr que quand on est sur des bas TRL, on va tendance à plutôt chercher les niches au départ, évidemment. Mais la question de savoir si c'est un intérêt ou pas d'investir en France sur des marchés plus matures, à mon avis, elle se pose, mais je vais la poser différemment. On en parlait encore la semaine dernière avec Voltec Solar, parce que voilà, on est quand même au niveau des
des acteurs industriels français, puisqu'il y en a, on a vu tout à l'heure la carte, en train de évidemment se positionner sur des investissements. Mais on est, Voltec comme nous, une PME, et quand on comparait par exemple au projet où on a dit tout à l'heure qu'était norvégo-chinois, on voit qu'ils n'ont pas du tout les mêmes capacités d'investissement. On est sur plusieurs centaines de millions d'euros que nous, petites PME, n'arriverons pas à lever. Donc moi je serais ravie de lever 800 millions d'euros. Je signe demain. C'est des soucis, mais on aime les soucis en tant qu'acteur industriel en fait. Sinon on ne ferait pas de l'industrie. Donc c'est quand même une question qui se pose comme ça, c'est-à-dire qu'on a quand même encore un tissu de PME, et ceux qui ont des grosses capacités à lever des fonds sont moins sur l'industrie et ou ont d'autres problématiques plus prioritaires que l'industrie solaire aujourd'hui. Sur le crédit impôt recherche, clairement, et notamment parce qu'on est sur des PME et des PME innovantes, c'est quand même un vrai atout aujourd'hui de la France, et évidemment ça a été un levier pour Dualsun et pour d'autres acteurs aujourd'hui. Ouais, moi, ça sera très dans le prolongement de Laetitia. Je crois qu'effectivement, c'est très capitalistique. Si l'industrie française doit se remettre sur le silicium, bon, je pense qu'il y a des beaux jours devant lui, hein, encore au niveau international. Enfin, dans les feuilles de route, ça représente encore une proportion majoritaire. Hein. Mais on ne peut pas rentrer dans le marché à des petits niveaux. Voilà, donc, on parle de gigafactory. Voilà. Donc, et moi, l'impression que j'ai, c'est comme... Donc il faudrait que, enfin ça c'est très personnel, mais qu'un grand industriel français se dise, là il y a un enjeu, il y a un marché, je m'y mets. Moi j'avais un nom en tête, mais qui ne vaut pas plus et j'ai pas de contact particulier, mais des gens qui n'y sont pas, par exemple Saint-Gobain a fait un certain nombre de choses. Moi je pense qu'un groupe comme Saint-Gobain, il pourrait s'y mettre, mais il faut, ça c'est très personnel, mais de mon point de vue, si on veut être sérieux, il faut des grosses cette taille-là. On ne peut pas demander à Dualsun de relever le défi dans 10 ans. Voilà. Mais, et ça, pour moi, ça souffre du fait qu'on ne sait pas bien si on veut y aller ou non en France. Enfin, l'État, c'est pas bien. Du coup, tout le monde attend, regarde, et puis les autres vont faire. Hein. Voilà. Et pour finir sur le crédit impôt recherche, bon, moi vraiment j'ai l'impression que évidemment il y aura besoin de financement dessous si on décide vraiment d'y aller. Mais pour le moment la question n'est même pas ça. Moi j'ai l'impression dans les discussions qu'on a avec les acteurs pour cet enjeu production de masse gigafactory, la question c'est voilà, est-ce qu'on veut y aller? On en bénéficie, enfin surtout les entreprises avec qui on travaille sur des concepts justement émergents. Typiquement, elles sont bien soutenues sur ce volet-là, et évidemment, ça nous finance aussi des recherches. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, c'est un levier fort sur l'innovation. D'autres questions ? Juste sur le crédit impôt recherche, moi j'ajouterais que c'est vrai que s'il y a un endroit où le bas blesse sur l'industrie, et l'industrie solaire en particulier, c'est clairement pas sur le niveau innovation, et on l'a dit tout à l'heure et à plusieurs reprises. On est vraiment avec des problématiques qui sont plutôt postérieures. Enfin, sur le passage réellement à l'échelle, le passage au marché, le passage... Enfin, en tout cas, c'est juste après. D'autres questions? Commentaires? Oui, on a l'impression qu'on n'est pas au même colloque entre ce matin et cet après-midi. C'est-à-dire que ce matin, on était en 2050, on va faire... Et là, on a... Enfin, alors, ce matin, il y avait plus d'économistes. Cet après-midi, davantage d'ingénieurs. Peut-être ça explique cela, mais on a l'impression que vous êtes prêts. Donc, on retrouve bien ce problème de passage à l'acte, ou de manque d'investissement, de manque de plan de relance. Enfin, ça fait quelques années. Moi, je ne comprends toujours pas où est la barrière à l'entrée.
je vais me permettre de rentrer dans le débat. Je suis désolé, Xavier Daval. Juste pour dire que, pour répondre à votre première question, vous parliez de la différence entre la technologie, je dirais, profonde et puis les applications. En fait, alors malgré que je sois ingénieur, je vais prendre ma casquette de marketeur, on est tout à fait naturellement dans un phénomène bien classique, émergence, croissance, maturité, déclin. Quand vous sortez de la phase d'émergence et que vous rentrez en phase de croissance, on rentre dans ce que Paul Millet, un de mes professeurs à l'EM, appelait la succession de foisonnement focus. Le marché ne se connaît pas, il ne se décrète pas, mais il se cherche. Et donc, dans la première phase d'émergence, il a fallu prouver. En fait, le solaire était l'adolescent perturbé au sein des énergies. C'était un gadget tant qu'il y avait 3 imbéciles qui en mettaient sur des trucs, machin, phare et balises, ça allait bien. Et puis le jour où ils sont venus taper à la porte du monde de l'énergie, ça a commencé à énerver un peu du monde. Et en fait, le seul moyen que papa et maman me regardent, c'était d'être moins cher que les autres. Et pour être moins cher que les autres, on se concentre sur un produit. Un truc rectangulaire avec un cadre en aluminium et 2 cordons. Et donc la fuite en avant a permis d'atteindre le seuil économique qui rendait ce produit d'exister, de trouver sa place. Une fois qu'il l'a atteint, maintenant on commence à diversifier. Maintenant on peut faire des panneaux roses si on a envie, ou violets, ou je ne sais quoi. Parce que perdre 1 ou 2% d'efficacité pour des raisons de couleur ou je ne sais quoi, ça intéresse les technologues. Mais maintenant, on peut rentrer dans la cosmétique. Alors qu'au premier ordre, quand votre panneau il était 10 fois trop cher et pas vendable, si en plus il fallait perdre 2 ou 3 machins pour être en accord avec l'harmonie des goûts et des couleurs, c'était pas possible. Donc c'est juste une question de timing. Et pour aller un cran après, je pense que ce qui manque, mais le comité de filière est en train de faire cet exercice, et je pense que là, ils font un travail remarquable. Ce qui manque, et qui, moi, en tant que petit chef d'entreprise d'une toute petite PME perdue à Lyon, c'est que nous n'avons pas su communiquer et partager cette dynamique. Ça sera mon sujet derrière, mais le solaire est l'énergie de ce siècle, et que pour beaucoup de gens, c'était une connerie, c'était cher, c'était un gadget, c'était pas intéressant. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire rentrer dans cette dynamique industrielle tous les gens qui peuvent apporter quelque chose. Et je ne sais plus qui l'a dit, le solaire, c'est pas que les cellules. C'est des onduleurs, des fixations, des structures, des câbles, des convertisseurs, etc. Et donc, c'est des milliers de sous-métiers à mettre en dynamique, tournés vers un objectif de convertir light to energy, c'est de convertir cette énergie lumineuse en énergie électrique qui servira à autre chose. Mais il y a tout à inventer. Donc là, moi je pense que le débat est ouvert. Mais la vraie question, effectivement, mais ça elle est franco-française, elle n'est pas propre au solaire. Le passage à l'acte, c'est très compliqué. On est très très bon dans le yaka faucon, on est très très bon dans l'incantatoire, on est beaucoup moins bon au passage à l'acte. Et on a un système aujourd'hui, moi j'ai entre guillemets la chance d'avoir une filiale en Allemagne et le siège en France. Et merci au Crédit Impôt Recherche que nous utilisons à foison, mais parce que s'il n'était pas là, je ne pourrais pas avoir le prix de mes ingénieurs au prix allemand. C'est-à-dire que c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on nous demande de courir le marathon avec des bottes en plomb. Et quand on nous donne le Crédit Impôt Recherche, simplement on nous enlève une botte. Pas mal. Mais bon. Moi, j'avais une question par rapport à... tu veux répondre? Moi, j'avais une question tout à l'heure. Ouais, non, mais ouais, parce que ça m'est venu en écoutant. On a fait une comparaison avec ce qui s'est fait sur l'hydrogène. Mais je pense que les deux milieux ne sont pas pareils. Le secteur industriel hydrogène est quand même plus mature que le système industriel photovoltaïque en France. Aujourd'hui. Ah oui. Il y a des gros industriels. Je reviens sur la remarque sur le gros industriel qui peut porter une filière. Des gros industriels français de l'hydrogène, il y en a. Ils attendaient juste le signal, le go, allez, on lance pour dire ok, on y est. Je pense à Air Liquide, qui a toujours tiré le frein à main, qui d'un seul coup voit une opportunité et qui est prêt à y aller. Il n'y a pas d'Air Liquide équivalent sur le solaire photovoltaïque en France. Juste pour info, l'Air Liquide est le premier acteur français du solaire. Ouais. Du solaire, depuis longtemps. Pas que de l'hydrogène. Non, oui. C'était pas montré au bon sens.
Moi, sur la question de la maturité, c'était juste parce que l'hydrogène, j'avoue que la déformation solaire, je pense à l'hydrogène vert, et donc du coup, je ne sais pas si on est tout à fait mature. Mais sur la question de la maturité de la technologie solaire, évidemment qu'on est prêt. Enfin, je veux dire, on a quand même fait plus de 100 gigawatts de production. Alors, c'était pas en France, mais elle est prête, c'est sûr. Donc, et la question, elle est plutôt de la question de savoir... on ne pourra pas produire autant qu'un Chinois en France parce que 30 gigawatts de capacité sur un seul industriel en France, ça n'aurait pas forcément de sens. Ou alors il faut nous expliquer bien quelle est la vision européenne et pourquoi ça serait en France qui aurait 30 gigawatts et qui ferait quelle partie de la production. Mais du coup, si on n'est pas sur 30 gigawatts, qui est maintenant presque un standard pour le top 10 de fabricants, et qu'on n'est que sur 10 fois moins de volume, forcément, du coup, on n'aura pas les mêmes coûts. Ce surcoût, est-ce qu'on le veut? Pourquoi on le veut? Qui le paye? Comment on le paye? Ça, c'est toute la question qui est là. Pour moi, le frein, il est d'abord savoir si on veut vraiment de l'industrie un peu plus chère, et si on veut de l'industrie un peu plus chère, du coup, pourquoi on la veut? Comment on la veut? Enfin, à mon sens, la question est quand même là. Après, je me trompe, peut-être que l'Europe va tellement réindustrialiser et tellement investir beaucoup plus que la Chine qu'on sera le top 10 des fabricants sera que européen dans 50 ans, mais laissons l'avenir le dire quand même. Oui, juste sur un commentaire sur l'hydrogène, c'est que le marché de l'hydrogène n'est pas aussi mature que le marché du solaire, et faut juste une petite vigilance à avoir sur le fait que si ce marché mature de cette façon-là, qu'on ait en Europe quand même les moyens de protéger, de faire développer une industrie qu'on fait naître en Europe de façon très proactive en pensant à l'hydrogène. Donc de ce point de vue-là, le solaire c'est une très bonne base de réflexion pour promouvoir une industrie européenne protégée avec les ajustements carbone aux frontières, avec ce type de mécanisme. Le contenu carbone très certainement également, qu'on ait quand même un cadre favorable à l'industrie et qui soit capable de donner le change sur des marchés de la transition énergétique globaux. Je voudrais juste rajouter sur l'hydrogène, il n'y a pas forcément besoin de micro, j'ai une grande gueule. Je vais parler dans le micro. Juste... ce qui m'a fait bondir il y a quelques années, quand le sujet hydrogène est arrivé, ça y est, c'était miraculeux. C'était le truc qu'il fallait qu'on y aille, c'est bon. Je voudrais juste rappeler à ceux qui ne sont pas physiciens que pour une bonne partie, l'hydrogène, c'est du stockage, et le stockage, c'est du temps, pas de l'énergie. Et que le problème du temps, c'est un problème d'enfant gâté, et qu'il y a des milliards d'habitants qui veut juste quelques électrons par jour pour bosser. Et que si au premier ordre on ne satisfait pas ça, on a une crise mondiale qui nous arrive sur la figure. Alors c'est très bien de s'occuper des détails et du luxe extraordinaire de pouvoir avoir de l'énergie exactement à l'heure qu'on veut, quand on veut, en quantité quand on veut, mais ne pas oublier que le premier ordre doit d'abord être satisfait. Je peux me permettre, c'était la vision de la rôle de l'hydrogène d'il y a un certain temps. Comme tu as vu dans la stratégie nationale, voilà, c'est l'hydrogène pour l'industrie et pour la mobilité, pas du tout pour l'énergie à ce jour. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Et mobilité. Moi, je veux juste dire qu'on aura Enedis tout à l'heure à la table ronde. Je ne sais pas s'ils pensent la variabilité et le temps comme étant absolument obsolète comme question. On verra tout à l'heure. D'autres questions, d'autres commentaires? Juste un complément par rapport à ce qui était, l'enseignement, ce que disait Roch, l'enseignement du solaire pour l'hydrogène. Alors il se trouve que moi je suis pas mal impliqué sur les discussions sur l'hydrogène, que ce soit France Hydrogène ou autre. Et comme ça a été dit, effectivement, je pense qu'on ferait bien de veiller à ce que l'histoire du solaire ne se reproduise pas. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs qui disent mais l'hydrogène produit en France, mes amis, vous y pensez pas, c'est trop cher et tout ça. Allons le produire au Chili et puis on le fera venir par bateau. Voilà. Et du coup, alors il y a des gens qui pensent encore que oui, mais on va garder notre industrie d'électrolyseurs, je sais pas quoi, en France.
Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça parte pas aussi. Voilà. Donc effectivement, et il y a les mêmes discussions qui commencent à émerger sur l'hydrogène qui serait fait au Chili, qui viendrait par bateau. Comment on comptabilise le coût carbone du transport et autres. Donc c'est une question générique, je pense que c'est là. Et voilà, elle s'applique à l'hydrogène comme je pense qu'il faudrait qu'elle s'applique au solaire. C'est toute la question de savoir si c'est important ou pas une filière, parce que sur, par exemple, l'agriculture, on a déjà tranché. Il est important d'avoir une souveraineté alimentaire sur le sol européen et on se donne les moyens. Est-ce que c'est important d'avoir une souveraineté énergétique en termes de produits voilà. Est-ce qu'on va s'en donner les moyens? C'est pas moi qui ai la réponse, mais les débats s'ouvrent.